Saint-Quentin est une petite municipalité d'un peu plus de 2000 habitants. 80% sont francophones. Elle est située au nord du Nouveau-Brunswick, à l'intérieur des terres. Ici, c'est l'agriculture et le bois qui font vivre les gens. Plusieurs entreprises forestières sont installées ici, dont le groupe Savoie, l'un des moteurs économiques. L'entreprise a 3 usines au Nouveau-Brunswick et une en Nouvelle-Écosse. Elle emploie plus de 500 personnes. Jean-Claude Savoie en est son propriétaire. Il est, comme on dirait, un petit gars de 50 ans. Il est né ici et même après des études en Ontario, il revient dans son patelin et monte son entreprise. Le groupe Savoie est un fleuron de l'économie régionale et l'un des leaders de l'industrie forestière au Nouveau-Brunswick. Jean-Claude Savoie, bonjour. Bonjour. Vous n'étiez pas enligné pour vous diriger en affaires. Comment vous en êtes arrivé là? Bonne question. Oui, j'étais enseignant de carrière, c'est-à-dire que j'ai enseigné pendant 8 ans. Mais mon père était directeur général d'une usine de sciage, puis il avait toujours rêvé un jour d'être le propriétaire de sa propre usine. Puis on en parlait, on en jasait, on discutait, puis en tout cas, l'obstacle, c'était l'argent. Fait qu'à nous deux, on a emprunté sur la valeur de nos maisons, puis c'est ça l'argent qu'on avait pour investir, pour réemprunter pour acheter l'usine, finalement. Mais est-ce que vous vouliez, vous, depuis un jeune âge, vous lancer en affaires, être en affaires? Non, pas vraiment. Non, ce qui m'a décidé, c'est peut-être le fait qu'en enseignant ici à Saint-Quentin, le nombre d'élèves diminuait, puis là, on s'est mis à me faire enseigner. J'ai une formation en chimie et en physique. Fait que j'enseignais la chimie et la physique. Mais à un moment donné, bien là, ça nous prendrait un professeur pour l'histoire en 7e année. Bon, là, j'enseignais l'histoire en 7e année. Puis là, je me suis mis à enseigner toutes sortes de choses que j'étais pas prêt à enseigner. Puis quand mon père a commencé à parler de ces choses-là, l'idée m'est venue que peut-être que ce serait une autre carrière que je pourrais faire avec lui, parce que c'était quand même un bon professeur dans son domaine. Ah ouais. Fait que c'est comme ça que j'ai changé de métier. Par accident, peut-être, non? Oui. Un bel accident. Ben oui. Et au début de votre entreprise, justement, un incendie, 2 années plus tard, un deuxième incendie, beaucoup plus dévastateur, celui-là. Vous avez failli faire faillite à ce moment-là. Oui, là, ça ressemblait plus à un accident, là. Oui, ça allait quand même pas bien. La première année, une partie de l'inventaire de notre matière première, de nos bio, a brûlé. On s'en est quand même assez bien tiré, mais 2 ans plus tard, c'est l'usine qui a passé au feu. On venait juste l'acheter, les assurances couvraient à peu près la dette, mais il restait quand même un paquet d'autres choses à payer, puis les revenus n'étaient plus là. Fait qu'on a failli y passer. On a même été 1 an et quelques là, sans salaire, il n'y a rien qui se passait, là. Qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas faire faillite? On a été chanceux dans notre malchance. Quand la banque a envoyé le huissier nous chercher les clés, je connaissais l'avocat qui avait été dans ma classe au collège. Mon père connaissait le comptable qui était venu avec le huissier. Puis on s'est entendu avec eux autres pour faire la vente de l'inventaire, nous autres mêmes. On avait déjà des clients, on connaissait les marchés, on connaissait les prix. On a dit, bien, regarde, on va vendre l'inventaire, puis on va s'entendre, on va prendre des arrangements, tous les paiements vont aller à la banque pour payer la dette. Fait que finalement, c'est ce qu'on a fait. Puis la banque s'est payée de cette façon-là. Puis ils s'en sont bien sortis, ils n'ont rien perdu. Fait qu'à ce moment-là, on s'est tourné vers le gouvernement pour avoir une garantie de prêt. C'était la seule façon que la banque nous prêterait de nouveau notre fonds d'opération, finalement, notre argent pour rouler. Le gouvernement, après, on est allé en appel, en tout cas, ça a affiné. On a réussi à avoir une garantie de prêt, puis on est reparti avec ça. Puis c'est là qu'on a redémarré. La première fois, c'était à 0, là, on était en bas de 0. Mais on a redémarré, c'était dans les années début 80, les taux d'intérêt étaient à 19-20 Ça a été difficile, très difficile, mais on a persévéré. Nos clients nous ont quand même bien supportés. Les clients qu'on avait avant le feu étaient encore là. Puis on est reparti avec ça, puis là, on a grossi là-dessus. On a tout réinvesti à mesure ce qu'on gagnait. Finalement, ça en est bien sorti. Ouais.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vendez, en fait, comme sorte de bois? On est à 100 dans les feuillus, premièrement. Fait que c'est pas du tout les mêmes marchés que le bois de construction, les 2x4, 2x6. Là, on fabrique pas de ça pour commencer. Au tout début, on fabriquait des composantes de palettes qui allaient vers des fabricants de palettes qui les assemblaient. À un moment donné, bien, l'étape suivante, ça a été naturellement de les assembler nous autres mêmes. Fait que là, on a commencé à fabriquer des palettes, ce qui nous a permis de renflouer les coffres puis de réinvestir dans d'autres valeurs ajoutées. Ensuite, on a rajouté une usine pour fabriquer des composantes de bois franc, des petits bouts de bois coupés de longueur spécifique pour certains clients. OK. On fabrique des granules, des produits de chauffage. Les granules, c'est nouveau, ça fait 5 ans que l'usine existe, mais on en fait quand même des assez gros volumes. Puis ça aussi, on a quand même beaucoup de succès. On fournit des magasins comme, par exemple, Canadian Tire, Kent. OK. Puis c'est des bons volumes. Oui, c'est des grosses compagnies. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez investi beaucoup d'argent dans cette compagnie-là. Avez-vous déjà douté du futur de l'entreprise? Il y a des moments, oui, il y a des... Je mentirais si je dirais qu'il n'y a pas des soirs où j'arrive à la maison et je me disais... Ça ne marchera pas. Je pense que je vais vendre ça. Mais ça ne dure pas longtemps, ces moments-là sont vite passés, puis on se dit, bon, regarde, il faut être positif, puis quand on est positif, on se retourne vite de bord, puis... mais on a eu quand même des moments très difficiles. Il y a eu la récession de 2008 là, qui nous a... Ça a dû vous faire mal. Ça nous a fait peur aussi. On a eu des moments difficiles. On a fait toutes sortes de choses, comme par exemple, on s'est entendu avec les employés pour baisser les salaires de tout le monde. La moitié de l'industrie qui a disparu au Nouveau-Brunswick dans ces années-là. Fait que quand les gens voyaient les autres usines qui fermaient, ils se disaient, bien, il faut faire quelque chose. Puis on l'a fait. Puis on a passé à travers. On a pris certaines décisions qui ont été heureuses. On a quand même continué la même production. Ouais. On a baissé les prix pour garder nos clients. Ces clients-là sont encore là aujourd'hui. Fait que ça nous a permis de tirer notre épingle du jeu quand même assez bien. Et vous avez parti cette entreprise-là avec votre père. Oui. Ça a dû tisser des liens très forts entre vous. Oui. Ça fait 25 ans, je crois, qu'il est décédé, puis c'est encore difficile. Oui, parce que je suis parti à 13 ans. Je suis parti pendant une douzaine d'années. Puis à ce temps-là, on allait au collège. On disait le collège, c'était des écoles privées des pensionnats. C'est ça, vous étiez pensionnaire là-bas? Oui, OK. J'ai tout fait ça, là. Ils m'ont pas toujours aimé parce que j'ai changé de place souvent, là, mais j'ai été quand même pensionnaire pendant 3-4 ans pour aller à Moncton en 64, la deuxième année que l'université était commencée. Puis là aussi, ça n'a pas duré longtemps. Après 3 ans, je me suis fait déporter en Ontario. J'ai fini mon bac à Laurentienne, un bac en sciences. Mais pendant toutes ces années-là, j'étais absent de la maison. Puis de revenir travailler avec mon père, ça a été spécial. Ouais. Mon père s'occupait plus de l'administration. Moi, je m'occupais plus des opérations dans les usines. OK. Puis j'ai adoré on était 10 ans ensemble. J'ai adoré ces 10 années-là. Ouais. Quand il est parti, mais là, je suis rentré au bureau. J'ai sorti du brinti puis de la graisse, puis je me suis mis plus à l'administration. Mais il avait quand même fait du bon travail, puis ça allait bien. Monsieur Savoie, vous aimez beaucoup la chasse et la pêche. Qu'est-ce que vous chassez en particulier? Le chevreuil, la perdrix, c'est les deux principaux, oui. De temps en temps, l'orignal, quand je suis chanceux. Vous allez souvent à la chasse? Tous les automnes. OK. Oui. Puis la pêche, ici, vous avez un lac. Est-ce qu'il y a des poissons là-dedans? Ici, c'est la truite, mais j'aime beaucoup la pêche au saumon que je pratique sur la rivière Restigouche, la rivière Kedgewick, qui est tout près ici, d'ailleurs. Est-ce que vous allez à l'extérieur de la province? Il m'est arrivé d'aller au Labrador, Terre-Neuve, principalement, oui. Vous aimez donc vraiment beaucoup la nature. Vous aimez être dans le bois, littéralement. Ah oui. Moi, j'aime ça être dans le bois. Même le printemps, je passe 6 semaines à ma sucrerie, puis je fais du sirop d'érable, mais on est dans le bois. Oui. J'aimerais ça savoir si vous êtes bon à reconnaître les différentes essences de bois. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est on appelle ça merisier. Le vrai nom, c'est bouleau jaune. OK. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à du tremble.
J'ai trouvé ça sur le terrain de votre entreprise, ça. OK. Eh boy, celle-là, elle est pas mal dénaturée. Ça pourrait être bouleau ou merisier, là, dépendant. Il manque la surface. Ça, c'est l'écorce intérieure. OK. C'est... Et ça, Ouais, cette ouais, ça. écorce? Je pense que tout le monde la reconnaît, celle-là. On faisait des canaux d'écorce avec du bouleau. Monsieur Savoie, certains disent qu'en affaires, pour réussir, il faut avoir une tête de cochon. Ouais, Est-ce que c'est votre cas? Je suis déjà dit ça, oui. Ma femme me le dit des fois aussi. Tout de même pas dans ces mots-là, mais ça ressemble à ça. Oui, il faut être persévérant, il faut être têtu. Si quelqu'un dit non, il faut dire non, tu t'es trompé, c'est pas non que tu veux dire, là. Alors, pense-y de nouveau. Ah non, c'est vrai. Il faut être persévérant, il faut être têtu, même tête de cochon, oui, ça pourrait être un adjectif qu'il faudrait employer. C'est quoi les autres qualités d'un bonhomme d'affaires? Quand on me pose la question, moi je dis que le succès repose sur les gens que tu choisis. OK. Puis, parce que la comptabilité, je connais rien là-dedans, je suis pas ingénieur, en tout cas, il n'y a pas quelque chose que je sais pas. Mais quand tu choisis des personnes qui sont compétentes dans les différents domaines que tu as besoin pour faire opérer une business, bien, c'est déjà un grand pas de franchi, là. Je pense que ça a été la clé de notre succès. D'avoir une équipe de gens qui est compétents, puis qui peuvent s'entendre, puis qui ont du fun à travailler ensemble, là. Nos meetings du lundi matin, là, on a beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit en affaires? Ça prend de la chance. OK. Il faut de la chance. Quand même en partie, une Bien, tête de cochon et de la chance. Oui, après que toutes ces choses-là nous sont arrivées, on a eu la chance de connaître des gens, de pouvoir avoir une garantie de prêt, tout ça, mais il y a aussi la chance du moment. Quand on a reparti nos usines, les marchés commençaient à reprendre parce qu'il y avait eu une récession aussi dans ce temps-là, là, dans les années où les intérêts ont monté à 20 c'était ce temps-là. On a été chanceux de pogner le début de la vague, puis c'est des choses comme ça qu'il faut... Il faut faire notre chance, mais il faut aussi en profiter quand elle passe. Est-ce qu'il faut toujours grandir et innover pour réussir? Parce que vous, c'est pas mal ce que vous avez fait. Bien, si je regarde ceux qui sont disparus dans les années difficiles, je pense que c'est ça la réponse. Il faut voir c'est quoi on peut faire de mieux ou de plus avec ce qu'on a. Je pense que ça résume assez bien la situation. Puis souvent aussi, ça vient de nos clients. Un client nous demande « Peux-tu faire ci? Peux-tu faire ça? » Puis si tu laisses passer ça, puis tu saisis pas l'instant, tu saisis pas l'occasion, à un moment donné, il y a quelqu'un d'autre qui le fait, puis là, tu te retrouves, mais puis tu as perdu ton marché ou tu as perdu ta compétitivité. Oui, il faut rester éveillé. Oui, toujours innover. Oui. Ouais. Vous enseignez la chimie, vous enseignez les sciences. Est-ce que ça a été utile dans votre entreprise ou pas du tout, les sciences? Bon, je peux pas dire du tout parce que... Mais, je veux dire, on fait pas de chimie, on fait pas de physique, mais moi, ce que je dis souvent, c'est ce que j'ai appris à apprendre. Parce que n'importe quel cours que tu fais, tu apprends quelque chose de nouveau que tu connaissais pas. Fait que quand tu as appris comment apprendre, mais après ça, tu peux apprendre n'importe quoi. Puis tu apprends à chercher aussi, tu apprends à questionner. Et c'est la chimie qui vous a fait expulser de l'Université de Moncton, hein? Oui, ça, c'est une chimie explosive. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bien, un de nos professeurs nous avait montré un certain produit qu'on pouvait fabriquer assez facilement. Il ne nous avait pas montré comment le faire, mais je l'ai découvert par moi-même. Puis, c'est une pâte que quand c'est humide, tu peux faire n'importe quoi avec, mais quand c'est sec, il ne faut pas y toucher. Après que c'est sec, c'est explosif. Fait qu'on j'avais fait un petit contenant, qu'on s'amusait, on sauçait des Q-tips, on les laissait sécher, puis après qu'ils étaient secs, mais tu le lançais, paf, ça pétait. Je me suis dit, si j'en mettais en dessous d'une poubelle, quand le gars va venir vider la poubelle, ça va péter. Hey, il va avoir une maudite peur. Mais ils ont déménagé la poubelle avant que ça soit sec. Fait que ça a resté sur le plancher, ça, ce produit-là. Fait que quand il a vu ça, le concierge, lui, il a pris un papier pour l'essuyer, puis ça, il a pété dans les mains. Fait que ça lui avait fendu le bout du doigt. Puis on n'a pas aimé ça. Fait que je me suis ramassé en Ontario. Sur le train de 5 heures. Ils vous ont expulsé. Oui, j'ai été expulsé. Mais vous êtes quand même devenu, et vous êtes présentement, le chancelier de l'Université de Moncton.
Ouais, quand ils m'ont appelé pour me proposer l'honneur, j'ai dit au gars, j'ai dit, es-tu sûr que tu sais tout ce qui s'est passé là, à l'Université de Moncton? Il dit, oui, on a vu ça, mais il dit, c'est du passé, ça, c'est correct. C'est ça. Et c'est pas votre alma mater non plus, là, l'Université de Moncton. J'ai eu quand même un bac à l'Université de Moncton par après. J'ai fait mon bac en sciences à Sudbury. Puis quand je suis revenu ici dans l'enseignement, j'ai fait mon bac par cours d'été, cours du soir. En enseignement? Oui, c'est ça. Fait que j'ai eu un deuxième bac en enseignement après ça, de l'Université de Moncton. Ouais. Comment vous trouvez ça, être chancelier? C'est le chapeau que je trouve drôle, là, mais j'aime bien ça. J'aime bien ça. On rencontre toutes sortes de gens intéressants. On distribue des doctorats honorifiques. Puis il y a aussi toute la cérémonie, là, ce qui entoure ces cérémonies-là, tous ces jeunes-là qui reçoivent des diplômes. C'est vraiment intéressant. Oui. Et même si vous n'êtes plus enseignant, l'éducation a toujours été importante pour vous. Ah ben oui. L'éducation, on aide les écoles ici quand même beaucoup. On a aussi un fonds de bourse pour l'Université de Moncton. Pour vos employés aussi, hein? Si à chaque graduation, à la fin de l'année scolaire, les enfants de nos employés qui vont aux études secondaires, on leur donne une bourse pour les encourager à commencer. Fait que des choses comme ça. On aide aussi pour des modifications de classe. Comme tout de suite, il y a un projet pour le Carrefour étudiant. Ils veulent remeubler ou refaire la décoration. Fait qu'on travaille avec nos employés pour leur faire des meubles, leur faire des choses. Vous déplorez d'ailleurs la disparition de l'enseignement ou des cours de métier dans les écoles au Nouveau-Brunswick. Oui, ça nous cause des problèmes parce qu'il y a beaucoup d'élèves ou beaucoup de jeunes qui sont plus manuels qu'intellectuels? Oui. Puis je me souviens quand j'étais dans l'enseignement, il y avait des cours de menuiserie, de mécanique. Puis il y a beaucoup de ces gens-là aujourd'hui qui sont des contracteurs dans la région. Mais ils sont tous de cet âge-là. Là. Les jeunes, il n'y en a plus parce qu'ils ont arrêté de donner ces cours-là. Fait que ça m'a vexé considérablement. J'ai essayé par tous les moyens de faire bouger le ministère là-dessus, mais ça ne reviendra jamais comme c'était. Est-ce que ça a un impact sur votre main-d'œuvre? Bien, c'est que nous autres, on emploie des gens qui sont manuels, qui sont mécaniciens, on a une équipe de menuiserie qui travaille à l'année, finalement. Puis on le voit, la différence. Il y a beaucoup moins de ces jeunes-là qui graduent, là, finalement. C'est pas bon pour personne. Là. C'est pas bon pour les gens de l'industrie, mais c'est pas bon aussi pour ces jeunes-là qui auraient pu peut-être développer un goût pour un métier qu'ils n'auront peut-être pas, là. Ou qui vont arrêter l'école avant la 12e parce qu'ils n'ont pas la capacité de prendre les maths, la physique et toutes ces choses-là. C'est ça. En tout cas, c'est assez compliqué. Puis faire bouger Fredericton, c'est pas toujours facile. Monsieur Savoie, Saint-Quentin est la capitale de l'érable des provinces atlantiques. On est dans votre sucrerie ici. Vous avez une érablière, vous produisez du sirop d'érable. C'est pas à cause de vous là, que Saint-Quentin est le plus gros producteur d'érable. Peut-être un des plus petits. Là. Moi, ce que j'ai, c'est à peu près 1000 entailles. Dans la région, il y en a au-dessus d'1 million. Pourquoi faire du sirop d'érable? D'abord, parce que j'ai accès à des érables que je peux entailler. Puis aussi, c'est un loisir que j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Ce que je fais depuis quelques années, je donne ma production de sirop à une fondation que j'ai commencée. Puis la fondation s'en sert pour ramasser des fonds pour aider les gens qui en ont besoin. C'est une fondation qui porte le nom de votre père, la Fondation Hector Savoie. C'est ça. C'est important pour vous de créer cette fondation à l'honneur de votre père? Oui, parce que mon père est un homme très généreux. Ouais. Puis je pense que je veux continuer dans cette veine-là en faisant cette fondation-là. Monsieur Savoie, on dit que vous avez un amour pour la forêt néo-brunswickoise. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Bien, étant tout jeune, je pense que j'avais 11 ans ou 12 ans, mon père, avec 3 de mes chums, à chaque été, pour une semaine, il nous apportait dans le bois le dimanche avec une tente, puis tout notre équipement, puis on passait la semaine là. Puis il venait nous chercher le samedi suivant. Vous étiez autonome, on était toujours là. On était toujours là. Oui, c'est ça. Donc, j'avais 2 cousins qui étaient un petit peu plus vieux. Là. Ils devaient avoir 3 ou 4 ans plus vieux que moi. Mais j'ai commencé, puis j'aimais ça, j'adorais ça. Il n'y a rien que j'aimais mieux que pouvoir aller camper en forêt. J'ai toujours gardé cet amour-là. Aujourd'hui, je fais de la chasse, de la pêche. J'ai un petit lac où il y a de la truite. En tout cas, j'aime la forêt. J'aime me promener en forêt, j'aime la forêt. Puis
c'est bon aussi que je travaille dans le domaine où je suis. Ça me donne l'occasion de voir la forêt encore de plus près. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre justement cet amour de la nature que vous avez et votre entreprise? Bien sûr, vous travaillez le bois, là, mais est-ce que comment ça s'imprègne, ça, sur votre entreprise? Bien, peut-être pas sur l'entreprise comme sur la façon d'exploiter la forêt, peut-être, en tout cas, ma philosophie derrière tout ça, c'est que la forêt, c'est un jardin, on peut le récolter, mais il faut faire attention de comment on le récolte puis comment on le traite. On est certifié SFI, qui est Sustainable Forestry Initiative, qui est un organisme de certification, finalement, qui s'assure que ce qu'on fait en forêt reflète vraiment les bonnes pratiques environnementales. Puis on est vérifié à chaque année. On a tout un paquet de procédures, puis pas mal d'épais de papier là, à remplir et les directives à suivre. Et des critères sévères à respecter. Oui, okay. Puis la province aussi nous suit quand même d'assez près aussi. Là. Tous les gens qui opèrent en forêt Nouveau-Brunswick sont certifiés SFI. Il faut l'être. Sans ça, tu ne peux pas avoir accès à la forêt. Qu'est-ce qui reste d'un arbre après que le groupe Savoie est passé? Il reste les feuilles. C'est à peu près tout? Bien, en général, on peut dire ça comme ça. Là. Presque tout ce qui est dans l'arbre est disponible pour chacun de nos produits. Même les granules, on le fait avec les branches. On fabrique des palettes avec la partie moins belle de cet arbre-là. Okay. Puis la partie la plus belle, bien, on fait des composants pour les armoires, les meubles, pour ça. Fait que on se sert de tout, finalement. C'est de rajouter de la valeur. Moi, ça a toujours été Puis mon père le disait souvent aussi, cette valeur qu'on ne peut pas faire plus avec notre bois, bien, cette pensée-là m'habite tous les jours. Là. On essaie toujours de faire plus avec notre bois. Fait qu'on récupère tout, finalement. Êtes-vous plus capitaliste ou environnementaliste? Je dirais un mélange des deux. On ne peut pas être seulement environnementaliste, on mangerait quoi? Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait une balance entre les deux. Là. Il ne faut pas détruire sans penser au lendemain, mais il ne faut pas non plus dire on touche à rien et on vit comme les hommes de caverne, finalement. Il faut être quelque part entre les deux. Est-ce que les gens, vos fournisseurs, est-ce que vous leur demandez à eux d'être aussi éco-responsables que vous l'êtes? On a quelqu'un qui s'occupe justement des fournisseurs de terres privées. Les plus difficiles, c'est les petits propriétaires qui ont 100 acres ou 200 acres. Souvent, ils vont faire à leur façon, puis il n'y a pas de manière qu'on peut les faire autrement. Là. Si quelqu'un décide qu'il rase sa terre, il va la raser. Là. Mais on essaie quand même de leur faire comprendre que c'est mieux de faire des coupes sélectives ou enfin de faire des pratiques plus acceptables. Mm-hmm. Mais les plus grands producteurs, comme les Irving ou les Acadian, ces gens-là qui ont quand même des grandes forêts industrielles, eux autres sont obligés de suivre les règles gouvernementales. Il fut un temps où on parlait beaucoup de la coupe à blanc, où l'industrie forestière se faisait énormément critiquer pour ça. Est-ce que l'industrie a changé aujourd'hui? Est-ce qu'elle gère mieux la forêt qu'il y a 20 ou 30 ans, par exemple? Oui, il y a eu quand même des changements. Un des changements quand même assez importants, c'est que la taille des coupes à blanc a diminué de beaucoup. Il s'en fait encore? Oui, il s'en fait encore. Mais c'est que les gens ont une drôle de perception de c'est quoi la récolte forestière. Si tu passes à côté d'un champ d'avoine, un beau champ jaune, dans le mois de septembre, c'est beau, c'est doré. Les gens disent, comme c'est beau. Mais c'est une coupe à blanc, ça. Ça fait longtemps qu'elle a été faite, mais il n'y a plus jamais un arbre qui va pousser là. Tandis qu'en forêt, on fait une coupe à blanc. C'est laid. Il y a des arbres de renversés, il y a des souches, il y a toutes sortes. Ça a l'air du diable. Mais passe là dans 5 ans, ça va être une nouvelle forêt qui va être là. Fait que c'est un jardin qu'il faut récolter, mais les intervalles sont tellement grands que on a comme perdu la notion que c'est un jardin, finalement. C'est un endroit où on récolte des choses. Mais va dans une coupe à blanc en forêt, c'est plein d'animaux, plein d'oiseaux, plein de souris, d'écureuils, des chevreuils, des orignaux, des lièvres. Fait que je pense que I rest my case, comme on dit en anglais. Oui. Mais est-ce que l'industrie forestière a changé la façon qu'elle gérait la forêt, a appris à mieux gérer la forêt? Bien, il y a beaucoup moins de gaspillage. Je pense que une chose qui faisait peut-être mal au cœur aux gens, c'était le gaspillage qui se faisait. Comme dans le temps, je coupais un arbre, on prenait la partie, la plus belle partie, puis le reste restait là. Ce qui était le plus payant. Oui, c'était le plus payant, mais il n'y avait pas... Aussi, l'autre problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de marché pour le restant de cet arbre-là. Il y avait peut-être du bois de chauffage qu'on aurait pu faire. Ah, ouais. Mais, tu sais, l'industrie a changé. On a des meilleures pratiques environnementales. On fait beaucoup plus de sylviculture.
Il y a encore des plantations, des endroits où les arbres sont tous à 80-90 ans. Une épinette, ça vit quand même pas tellement vieux. On les coupe, on replante d'autres choses à la place. Fait que c'est comme des jardins, mais la rotation est tellement plus longue. Là, vous êtes à la semi-retraite. Est-ce que c'est difficile pour vous de prendre une retraite complète de l'entreprise pour laquelle vous avez à peu près mis toute votre vie? Oui, la retraite complète, je pense, je vois pas la journée que ça pourrait arriver. Là. Ah oui? Hein? Non, ça m'intéresse trop quand même de savoir tout ce qui se passe. Même des fois, peut-être, ils me trouvent tannant là, d'être toujours là, dans les parages. Puis de demander pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi vous avez fait ça. Mais je profite quand même de l'autre moitié de ce temps-là pour la pêche, la chasse, les voyages. J'ai pris le temps de me détacher un peu. Vous avez 2 enfants. Est-ce qu'il y en a un des 2 qui va prendre la relève de votre entreprise? Je crois que ce serait plutôt ma fille qui semble plus intéressée et se diriger dans ce sens-là. Mon fils trouve ça que c'est une grosse affaire, puis c'est quand même intimidant, là, 600 employés avec tout ce qui vient avec. Puis, non, ma fille et son chum sont en ligne dans cette direction-là. Jean-Claude Savoie, merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir.